Paris, c'était bien, une belle expérience, mais c'était pas pour moi. Dès mon premier jour à Paris, j'ai dit je ne vais pas rester en Europe. Il y a toujours des choses à faire au Sénégal. Beaucoup de personnes peuvent ne pas partager cet avis, mais moi je me dis le fait de dire je vais prendre le bateau et partir, c'est une solution de facilité. Khary Seck est cofondatrice de la marque Mamdou, spécialisée dans les parfums d'intérieur innovants made in Sénégal. Pourtant, il lui a fallu une bonne dose de courage avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Je me cherchais. Je disais, un jour ou l'autre, je vais investir dans quelque chose. Je ne serai plus employée de quelqu'un. J'étais en fait dans mon coin. J'avais peur en fait d'ouvrir le réseau. Ma sœur, heureusement, alhamdoulilah, elle a rejoint l'équipe, toute jeune, enthousiaste. Elle me dit non, ça se passe pas comme ça. Il faut qu'on se montre, il faut que tu te montres. Et comme ça, elle a explosé, elle a commencé justement à faire des choses magnifiques. Il faut avancer ensemble pour pouvoir demain réaliser quelque chose. Demain, Mamdou, ce sera plus Adia, ce sera plus Khary. Ce sera Mamdou tout court. Hein? Peut-être qu'on va raconter une histoire sur les cofondatrices, mais non. Persévérer et se dire que j'en suis capable en fait. C'est la confiance en soi. Je vais y arriver. Et je vais me donner les moyens pour y arriver. Il faut de l'amour autour de toi. Il faut t'aimer toi-même, il faut aimer les autres et aimer ce que tu fais. Bienvenue dans Afro Business, le podcast où les entrepreneurs africains nous partagent leur histoire, leurs rêves et les secrets de leur succès. Ce que vous entendrez ici, vous n'entendrez nulle part ailleurs, alors surtout, ça reste entre nous. De base, Mamdou, c'est le nom de notre papa, Mamadou. Ok. Donc, on a voulu vraiment rendre hommage à notre père, qui malheureusement n'a pas vu naître ce projet-là, et en même temps rendre hommage à notre grand-mère, qui nous a éduqués. Ok, Mam, la grand-mère. Voilà, okay. D'une pierre deux coups. Donc, c'est ça la petite histoire sur la signification de Mamdou. Okay. Mais Mamdou est une entreprise qui propose des senteurs d'intérieur revisités. Voilà, donc, c'est ce qui est important, c'est que tu te différencies vraiment avec des produits assez uniques. C'est ça, en fait, l'idée. Aujourd'hui, il faut toujours de la valeur ajoutée sur ce qu'on propose et essayer de s'adapter aux réalités du marché. On rencontre des jeunes qui disent « Alors, nous, on n'aime pas du tout les senteurs d'avant, les senteurs de maman, des grands-mères. Donc, nous, on a essayé de faire des encens fruités aujourd'hui pour que ces jeunes-là puissent accepter, puissent consommer nos produits. » D'accord, donc c'est une modernisation de nos encens traditionnels, on va dire. C'est ça, une modernisation où on a fait beaucoup de recherches justement et on continue à en faire. C'est pas du tout facile de trouver les bonnes personnes qui nous accompagnent, donc on a beaucoup fait de recherches par nous-mêmes. Et jusqu'ici, c'est bien reçu, c'est bien apprécié par le public sénégalais et en même temps étranger. D'accord. Donc, on fait de l'importation au niveau de la sous-région, en France, aux États-Unis et même au Canada. Ok. Donc tu as des clients dans tous ces pays-là. Oui. Et comment est-ce qu'ils ont connu Mamdou? Par les réseaux sociaux. Eh oui. Seynabou, le digital est incontournable aujourd'hui, ça, il faut le savoir. C'est sûr. Et donc, on n'a pas eu de boutique depuis 6 ans d'activité. D'accord. Donc, c'est que cette année qu'on est en train justement de travailler sur un showroom, mais on a réussi justement de vendre des senteurs sans pour autant que le consommateur le sente avant d'acheter. D'accord, oui, parce que l'expérience olfactive, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Donc, à travers des photos, bon, on peut voir le produit, mais on le sent pas. Oui, mais on a contourné, justement en passant par des cadeaux et en passant sur les couleurs des produits. On a joué sur les couleurs des produits afin que la présentation puisse être bien attrayante. Et derrière, on propose des cadeaux. C'est Nabou, j'arrive avec un joli pack, je t'offre le cadeau. Bah, demain, si tu as une maman, une amie, un mariage, vous allez systématiquement penser à Mamdou. Bien sûr. Donc, pourquoi ne pas prendre le joli coffret que j'avais reçu? En plus, ça sent bon, donc je peux offrir. Donc, du moment qu'on offrait à chaque fois les produits, il y a beaucoup de personnes qui testaient sans pour autant se déplacer. Ok. Donc, le moyen de contourner justement le fait de ne pas avoir une boutique physique. Ça s'est passé jusqu'ici, donc cette année d'expérience, cette année d'existence. Wow. Et on continue toujours à travailler sur la stratégie, parce que c'est un marché qui évolue très rapidement.
Donc aujourd'hui, on s'adapte, on se réadapte à chaque fois et on travaille beaucoup sur le côté packaging et on n'a toujours pas fini de travailler dessus. D'accord. Pour que le produit soit recevable, pour que le produit soit bien protégé justement. Parce qu'en fait, les encens, tout le monde sait que ça dégouline et tout. Donc on essaie tous les jours de faire des recherches sur comment présenter le produit. Et deuxièmement, comment faire du packaging quelque chose qui va non seulement attirer, mais qui va protéger le produit. Ok. Chose qui n'est pas facile de nos jours. Le marché du packaging aussi est assez compliqué au Sénégal. Donc, on est obligé d'importer pour le moment. Mais on a des projets là-dessus qui pourront justement nous aider à contourner tout cela. D'accord. Alors, c'est très intéressant. On va parler de tout ça. Moi, j'aimerais savoir d'où ça vient. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que toi, Harisek, tu en es arrivé à lancer Mamdou, à t'investir dans ce projet autour des senteurs. Ça t'est venu d'où? Alors, ça m'est venu de ma mère. Et donc, Harisek, elle a eu un parcours assez mélangé, si je peux l'appeler comme ça. C'est une personne qui a eu un master en gestion financière internationale. Voilà, c'est ça. Donc, a priori, tu aurais pu faire plein d'autres choses. Plein d'autres choses, sauf vendre de l'encens aujourd'hui, sauf vendre des senteurs d'intérieur aujourd'hui. Mais donc, c'était la passion, en fait, d'entreprendre. C'était mais même ça, même entreprendre, tu aurais pu entreprendre dans bien d'autres domaines. Justement. Donc, le déclic, il s'est passé comment? J'en arrive là. Pourquoi? Parce que j'ai testé beaucoup d'autres domaines, Seynabou. Oui. C'était pas le premier coup. On n'a pas justement trouvé le chemin au premier coup. Bah, j'aimais les senteurs, ça tout le monde le savait, mais investir dans ça, me consacrer dans ça, faire de la production, non, ça je n'y ai jamais pensé. Ok. Alors, un jour, je devais aller sur Paris. Il y a ma mère qui Alors, avait... mets-nous dans le contexte. Tu avais quel âge? Tu faisais quoi? D'accord. Alors, je reviens là-dessus. Quand je lançais le produit, je venais d'arrêter un emploi à Dakar. Ok. Donc, j'avais 30 ans. J'ai fini le travail que je devais faire. C'était une mission que j'avais avec des Vietnamiens et des investisseurs français. D'accord. Donc, quand on a bouclé ce projet-là, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat directement, systématiquement, parce que je voulais plus justement être dans le milieu du salariat avec toutes les contraintes qu'il y a eu. D'accord. Donc ton désir d'entrepreneuriat venait d'un désir de liberté? Exactement. Je voulais plus en fait de contraintes horaires. Ça, je l'ai jamais aimé de toute façon. D'accord. Donc entre-temps, j'ai travaillé. J'ai connu ces contraintes-là pour pouvoir dire si j'aimais ou pas, si j'allais rester ou pas, si je pouvais justement évoluer dans ça. J'ai dit non. Ça, c'est pas moi. D'accord. Alors, je veux qu'on revienne un petit peu dans l'ordre là des choses. Moi, c'est vrai que je t'ai rencontré, tu travaillais dans un cabinet de comptabilité. Ouais, de conseil, oui. De conseil. D'accord. Et après, justement, tu as décidé de te lancer. Je pense que tu as fait les choses un peu en parallèle. Ok, mais reprenons du début. D'accord. Donc, la jeune Hari, adolescente, dans l'enfance, je ne sais pas, quels sont ses rêves? Alors, la jeune Hari adolescente se disait à 25 ans, j'allais être mariée, j'allais avoir ma famille, j'allais travailler dans une entreprise où je serais... j'allais travailler en tout cas. Mais j'avais pas de vision sur ce que j'allais faire exactement. À part à chaque fois quand mon papa me demandait qu'est-ce que tu voulais faire, je disais hôtesse de l'air. Pour voyager. Donc pourquoi je disais hôtesse de l'air? Parce qu'elles étaient belles, parce qu'elles voyageaient. Et elle prenait soin d'elle en tout cas. Donc moi je disais, voilà, ça c'est le métier idéal. Donc mon père me disait, ok d'accord, pour le moment c'est ce que tu veux faire, mais on en discutera après. Donc là je pense que je vais pas parler de la vraie réponse de mon papa, mais bon en tout cas il n'était pas pour. D'accord. Et donc quand j'étais jeune, je suis l'aînée d'une famille. Et on sait très bien en Afrique, l'aîné de manière générale, le poids qu'il ou elle a dans la famille. Donc, beaucoup de responsabilités. Et assez tôt, j'ai compris que je n'avais pas droit à l'erreur. Donc, une famille où j'ai 2 frères et une sœur. Notre papa est décédé à l'âge de 60 ans.
Donc très tôt. Donc fallait que vraiment je me concentre sur non seulement mon avenir, mais l'avenir de mes autres frères et sœurs. Tu avais quel âge quand tu as perdu ton père? C'était en 2014. Ok. Donc là, je fais déni sur mon âge un peu. Là, j'arrive même pas à te donner l'âge que j'avais à telle ou telle période parce que je calcule même pas. Je calcule pas. J'avance, je calcule pas l'âge. Je vais faire la même chose que toi. Non, t'as raison. Non, je calcule pas. Je te donnais les années comme ça, mais J'ai pas quel âge d'âge, j'avais? moi non plus. Quel âge j'avais? Non. D'accord. Et à ce Non. moment-là, donc, c'est un choc pour toi, forcément. Oui. Et donc. C'était un déclic. C'est un déclic en même temps? Oui. Qui m'a fait, en fait, comprendre que rien n'était éternel dans la vie. Et qu'il fallait faire aujourd'hui ce qu'on doit faire. Ne pas attendre demain pour se projeter ou autre chose. Et heureusement, hein, pour moi, je dirais, je reviens à l'adolescence dont tu parlais tout à l'heure. Au moment où j'étais au lycée, ce que je faisais en fait, c'était que j'allais au marché, Sandaga à côté, j'étais à l'Immaculée Conception. J'achetais des boucles d'oreilles. Alors, l'Immaculée Conception, c'est un lycée, c'est une école oui, ici à Dakar. À Dakar. J'allais prendre j'achetais des bijoux par-ci par-là. Je revenais en classe, je vendais à mes copines. Et pour dire que Sandaga, c'était à côté de l'école. C'était pas du tout loin de l'école. Donc, en fait, le fait de dire, je n'attends pas, je vais aller chercher, je vais aller faire, c'est pas aujourd'hui que j'ai commencé cela. Ok. Et à côté, les voyages qu'on faisait, une fois que j'étais en école de commerce, ça c'était après le bac, et tout à l'heure j'étais en train en off de t'expliquer ce que je faisais pendant les vacances de terminale de première, que je faisais de la nourriture que je revendais encore à la famille, aux voisins. Donc à chaque fois, en fait, j'essayais d'entreprendre à petite échelle, mais je voyais ce que ça faisait. Donc là, je t'ai parlé de nourriture, j'ai parlé de bijoux, j'ai fait aussi du commerce de tissus. Toujours en parallèle avec les activités qu'on avait à l'université, genre c'était une école de commerce, à chaque fête de Pâques, on avait un voyage qui était organisé en Afrique. Ok. Donc la première fois, on était parti en Gambie. Ce que j'ai fait, on arrive là-bas, ok, les jeunes, hein, tout le monde pense à s'amuser, ok, on s'est amusé. Mais en parallèle aussi, je demandais de l'argent. Papa, donne-moi, maman, donne-moi, grand-mère, donne-moi. Donc tout le monde me donnait de l'argent, je regroupais cet argent-là. Une fois à l'étranger, j'achetais ce qu'il y avait là-bas et qu'il n'avait pas à Dakar. Ou quelque chose qui n'était pas, en tout cas, accessible. OK. En Gambie, c'était des habits, des accessoires, des chaussures. Ce que j'ai ramené à Dakar. J'ai vendu ça. C'était ma première année à l'école de commerce. J'étais à Subdeco. Ma deuxième année, pareil. On est reparti au Mali. Là-bas, j'ai acheté des tissus, je suis revenue revendre à Dakar Ditoup. Hein. Je sais pas comment on dit, mais en tout cas, ce sont les tissus imprimés, spécialité malienne. Ouais. Et donc, c'est ce que j'ai ramené à Dakar. J'ai revendu. Après ma troisième année, donc la troisième année, j'ai eu un contretemps, donc je suis pas partie. Et quand j'ai fini mon bachelor, c'était un programme d'échange entre Dakar et une université qui était à Nancy. On était obligés de faire le master en France. D'accord. Donc, on connaît les provinces. J'ai jamais été en Europe, mais je recherchais. Je me suis dit, me connaissant, je ne peux pas habiter à Nancy. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien là-bas. C'est Nabou, pour être franche. Tu as fait tes recherches et tu as dit Nancy, Nancy, j'ai fait mes là. recherches, j'ai dit non, je ne peux rien faire là-bas en parallèle. Il faut que je fasse d'autres choses en parallèle. Wow. Mais à Nancy, je ne pourrais pas. Ouais. Donc, parce que c'est vrai que c'est une ville, bon, très simple, très calme. Exactement. Ça, c'est pas pour moi. Et ce que j'ai encore fait, je suis partie faire des recherches. Non, c'était facile, hein. L'université était acquis et tout. Donc, tu viens, t'achètes ton billet, tu pars pour faire ton master. Je dis non, je veux pas ça. J'ai fait des recherches, je me suis retrouvée à Paris, comme je voulais. Ok. Dans une école de commerce. Et pour faire un master en gestion financière internationale. Donc, une fois arrivée là-bas, j'ai commencé à faire les cours, à voir un peu comment ça se passait, comment ça bougeait. Et un soir, j'étais avec des amis à la maison, on discutait, on parlait de tout et de rien. Je leur dis, moi, j'ai envie de créer une page où et je venais de découvrir un site internet qui était en Chine, où je devais justement passer des commandes que je devais recevoir sur Paris et que je devais renvoyer après sur Dakar. Ok.
Donc, je leur dis comment on va appeler cette activité-là. Là, je fais un clin d'œil à Papa Mamadou Ndiaye, c'est un ami qui me dit soyez pimpant. Je fais soyez pimpant, d'accord. Pourquoi c'était quel type de produit? L'habillement. Ah, habillement. Oui. Et on se disait il fallait aussi acheter des habits pour les hommes. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'ils allaient aimer, les cravates. Bon chic, bon genre, en fait. Essayer de voir des choses classe pour les hommes et aussi d'autres accessoires, habits, chaussures pour les femmes. Comme ça. Ok. Et on a lancé l'activité. Et pourquoi tu t'es dit de faire ce type de produit-là? C'est parce que tu avais constaté qu'il y avait peut-être un manque ou un besoin à Dakar? Il y avait non seulement un besoin à Dakar, c'était une vente en ligne. Et ce que je dis là, c'était en 2007-2008. Wow. C'est Nabou. Déjà? Oui, en ligne, hein, via Facebook. Ok. On n'avait pas encore Instagram, donc c'était Facebook. Oui, c'était Facebook. Waouh, t'es une pionnière de... Donc, rallier la Chine, Paris, Dakar. Dakar. Et après, la distribution. Mais on ne faisait que sur commande. Donc, il n'y avait pas de stock. J'avais un appartement d'étudiant sur 18 mètres carrés, donc je pouvais rien stocker. Ouais. Donc, la personne passait la commande, on acheminait, on recevait les colis. C'est une forme de dropshipping un peu, non? Exactement. C'est ça? C'est ce qu'on faisait. Ok. 2007-2008 déjà, toi, tu faisais du dropshipping. C'est bien. Oui. Mais je n'avais pas encore trouvé mon chemin. Oui. J'étais Mais en tu train de me explorais chercher. différentes pistes, justement. C'est ce qui permet après de savoir... ce que ça a donné. Ouais. Après, je me suis rendu compte que c'était compliqué l'acheminement. Depuis la Chine à Paris, c'était des fois tu recevais le produit, tu n'aimais pas, la qualité n'était pas la même. Après, ça a commencé à me créer des problèmes. Donc, j'ai dit non, je vais arrêter. En tout cas, quel type de problème? Les gens n'étaient pas contents? La qualité que je recevais. En fait, c'était même pas les clients. Parce qu'à mon niveau, je contrôlais d'abord avant d'envoyer sur Dakar. Ouais. Si je reçois quelque chose qui n'était pas de bonne qualité, je n'envoyais pas du tout. Ouais. Donc, du coup, toi, tu avais déjà acheté le produit et tu pouvais pas le revendre? Non. Ouais. Donc, soit je l'offrais ou je gardais pour moi-même. Mais sinon, je n'arrivais pas à revendre le produit. Et donc, ça, c'était en 2007-2008. J'ai eu mon master en 2012. Donc, 2012, je reviens sur Dakar, période de vacances. Donc, je reviens sur Dakar, je trouve ma maman avec des chutes de tissu en guipure. Je lui fais, maman, ça, tu en as beaucoup? Elle me fait, oui, j'en ai beaucoup. C'est pourquoi? Je fais, c'est pour faire de la lingerie. Tu ne t'attendais pas à ça. Bah, surtout, d'où ça sort, quoi. J'ai vu. Tu as vu, tu as l'idée de... Ça m'a inspirée, en fait. Ouais. Okay. Elle me fait, oui, j'en ai un bon stock parce que c'était pour faire des pagnes avec c'était pour faire des habits en réalité. Donc, je lui fais, je peux les prendre. Elle me fait, oui. Je fais, maintenant, comment tu comptes faire la lingerie avec? Je fais avec les fils et on va tricoter. On va tout faire à la main. Elle fait, comment ça à la main? Je fais, oui, à la main. Je veux que ça soit du made in Sénégal 100% fait à la main. Elle fait, d'accord, maintenant, il faut que je cherche une tricoteuse. Je sais tricoter. C'était un de mes passe-temps favoris. D'accord. Donc, une partie, je l'ai fait moi-même. Une autre partie, j'ai trouvé une personne, mamie, avec qui je travaille jusqu'à présent. Ok. Wow. Donc, on m'a mis en rapport avec elle. Elle faisait de belles choses. En tout cas, c'est elle qui m'a vraiment poussée dans la lingerie made in Sénégal 100% fait main. C'est elle. Donc ça, je n'en ai pas parlé tout à l'heure lors de la présentation. Donc, Mamdou, il y a cette partie de secret coquin qui est incontournable justement quand on vend les senteurs, les encens et autres. Et je ne devrais même pas l'oublier parce que c'est ce secteur-là qui m'a poussée justement à créer Mamdou. D'accord. Donc Les ça a senteurs, commencé par la lingerie. La lingerie. Et donc, quand on a commencé à faire les tricots, c'était très joli. Par contre, le prix de revient était beaucoup trop élevé. Et j'avais peur de le vendre à Dakar. Ok. Tu avais peur qu'il y ait un rejet des prix. C'est ça. Donc, je suis retournée à Paris avec le stock que j'avais. Ok. J'en avais une vingtaine, je pense. Donc, j'arrive sur Paris, j'étais chez une amie. On a acheté des boîtes, de jolies boîtes,
qu'on a mis à l'intérieur. Donc, avant de partir, justement, il y a ma mère qui me dit, achète des encens aussi, tu mets en même temps avec. Je fais d'accord, je vais mettre des encens. J'arrive à Paris, je monte à une amie, elle regarde et tout, je prends ça. Mais toi, là, pourquoi tu vends pas ça à Dakar? Je fais non, les prix sont beaucoup trop élevés. Non, j'ai peur du marché, j'ai peur. Elle me fait non, tu vas vendre ça à Dakar. Et c'était quoi le prix pour avoir une idée? Coucou à Yacine, c'était à 15 000, 20 000. 15 000, 20 000. Ouais. Ok. Et tu pensais que les gens n'allaient pas acheter les lingerie moderne, tricotée, je pensais que ça n'allait pas marcher. D'accord. Et heureusement que Yacine t'a dit, si, ça peut marcher. Non, Yacine a appuyé, vraiment. Et donc, à mon retour sur Dakar, bon, là, je suis repartie en 2012, et c'était 2012-2013. Donc, je suis revenue sur Dakar fin 2013. D'accord. Je suis rentrée, j'ai commencé à travailler avec le projet dont je parlais. Je suis venue avec le projet là en question sur Dakar. Je suis rentrée avec ces investisseurs-là. Mais je faisais l'activité en parallèle et j'ai commencé à développer les encens et les senteurs en même temps. D'accord. Donc, alors, pour que je sois sûre de bien comprendre, le projet en parallèle, les investisseurs, c'est ce dont tu as parlé tout à l'heure, là? Oui, les Vietnamiens et les Français qui devaient venir. D'accord. Donc, tu travaillais sur ce projet-là, mais ouais. En même temps, tu commençais la lingerie et les senteurs. En même temps. D'accord. Donc, toujours en parallèle. Hein? Ouais. Donc, je vais te dire pourquoi toujours en parallèle. Ça m'intéresse. On est dans un monde où les parents ne laissent pas justement les jeunes se lancer dans l'entrepreneuriat sans rien. Ils vont dire que c'est un risque, ils vont dire que tu as fait des études pour zéro. Donc tout le temps, en fait, dans ma tête, je me disais, ils se sont sacrifiés pour moi, ils se sont sacrifiés pour nous. Donc je dois tenir compte, en fait, aujourd'hui de ce qu'ils veulent. Je ne dois pas juste me dire, ouais, je veux ça, donc je me lance dans ça. Demain, sans leur bénédiction, justement, si je me retrouve à ne rien avoir dans ça, bah, à qui la faute? Avec le recul, est-ce que tu penses que ce sentiment, le fait que tu te sentes redevable vis-à-vis de tes parents, est-ce que c'était vraiment justifié ou pas? C'était justifié. C'était justifié. Pourquoi? Parce que je me dis que ce sont des personnes aujourd'hui qui pourraient dire non, ils ont tel âge, maintenant ils peuvent se prendre en charge. Mais ce sont des personnes qui sont encore là à nous accompagner. Ce sont des personnes qui nous fortifient. Donc, tout de suite là, avant de commencer l'interview, j'ai appelé maman pour lui dire que je suis arrivée. Elle me dit, alhamdoulilah, je prie pour toi. Donc, en fait, il n'y a pas meilleure motivation que ça. D'accord. C'est leur bénédiction, ils nous accompagnent. Donc, moi, je me dis que, voilà, à chaque fois, il faut penser à eux. Avant d'aller faire quelque chose, leur conseil, c'est pas à négliger. Bien vrai que des fois, il y a des divergences, étant donné que ce n'est plus les mêmes réalités. Mais bon, on essaie tout le temps de contourner, on essaie tout le temps de voir comment eux, ils réfléchissent et nous adapter notre discours envers eux pour qu'ils puissent, en fait, accepter. D'accord. Parce que tu aurais aussi pu te dire, on pourrait aussi se dire, c'est quand même ma vie, je n'en ai qu'une, je dois faire ce que je veux vraiment et non pas ce que mes parents veulent. Alors, il y a justement ce côté, je dirais pas je m'en foutiste, hein, mais le fait d'être égoïste. Moi, je l'appelle de l'égoïsme, en fait. Parce que ces parents-là, ils se sont privés. Combien de fois? Pourtant, ils auraient pu dire, eux aussi, c'est ma vie. Oui, mais la responsabilité que les enfants ont la responsabilité que les parents ont vis-à-vis de leurs enfants n'est pas la même responsabilité que les enfants ont. Oui, je suis appelée demain à avoir des enfants. Oui. Et je n'aimerais pas qu'on me traite de la même manière, c'est énorme. D'accord. Donc là, on est obligé de vraiment les mettre à leur place et leur rendre fiers. Moi, je dis aujourd'hui, la motivation, c'est de rendre fiers les parents, de rendre fiers la famille, de rendre fiers sa communauté, de rendre fiers son pays. Les honorer. C'est ça. En fait, il faut pas se dire c'est moi. Moi, non, c'est pas ça, ça ne le fait pas du tout. D'accord. Et si c'était que le moi aujourd'hui, tout à l'heure, tu disais que tu m'as rencontré en cabinet
Pendant les 4 ans où j'étais en cabinet, c'est ma petite sœur qui a dit non, elle aussi, au salariat pour aller se mettre dans Mamdou. Donc aujourd'hui, je n'ose même pas dire moi, c'est nous. Ouais. On s'est sacrifié à 2. Elle a dit non, elle veut plus. Elle est intéressée, il y croit et elle aurait pu dire non, je vais me consacrer à autre chose. Donc c'est pas par hasard qu'on se retrouve aujourd'hui dans la même passion. C'est pas du tout un hasard. Et c'est une grande chance aujourd'hui qu'on soit 2 dans l'histoire, qu'on soit 2 sœurs dans l'histoire. Nous avons les mêmes valeurs. Nous partageons beaucoup de choses. Et jusqu'ici, en fait, moi, je dis même, Mamdou, c'est plus moi, en fait. Les gens, ils appellent, ils disent, je veux avoir Adja. Ouais. C'est qui Harry? On ne me connaît pas. Ouais. Moi aussi, quand je suis allée là-bas, c'est Adja que j'ai vu. Hein. C'est pas Harry. C'est elle qui m'a accueillie. Tu vois? Ouais. Donc, il faut qu'on soit ensemble, qu'on soit soudés, qu'on se dise, il faut avancer ensemble pour pouvoir demain réaliser quelque chose. Demain, Mamdou, ce sera plus Adja, ce sera plus Harry. Ouais. Ce sera Mamdou tout court. Hein? Tout à fait. Peut-être qu'on va raconter une histoire sur les cofondatrices, mais non. Ouais. Donc, on se projette pour vraiment transmettre quelque chose aux autres personnes. Ouais. C'est ce que je dis tout le temps. Il faut de l'amour autour de toi. Il faut t'aimer toi-même, il faut aimer les autres et aimer ce que tu fais. Donc les 3 là réunis, tu peux pas dire moi. Le moi là, non, les parents, ils viennent après, je peux faire ce que je veux. Non, j'ai jamais pensé comme ça. Je me suis dit, il faudrait qu'on pense solidarité, qu'on pense global, et dans le global là, ça rejoint justement la digitalisation, où tout le monde est interconnecté, tout le monde se voit sans pour autant se toucher physiquement, tout le monde se parle et tout. Donc c'est un monde où voilà, il faut aimer échanger avec les autres, aimer être avec les autres, aimer partager avec les autres. Ok, alors donc à ce moment-là, tu continues les 2 activités en parallèle. Donc tu continues à faire du conseil. Je sais pas, c'était du conseil que tu faisais avec les Vietnamiens et les Français? Alors, on vendait un logiciel de gestion. D'accord. Et en même temps, on représentait une université vietnamienne. On devait envoyer des étudiants qui devaient quitter Dakar pour aller faire leurs études au Vietnam. D'accord. Et toi, donc, tu faisais quoi? C'était du business development. Ok. Donc, en parallèle, tu continues Mamdou et la lingerie. Oui. Ok. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Alors, ensuite, cette aventure s'est terminée en 2017. Je me suis consacrée dans Mamdou à 100%. Et je vais en revenir encore à ma mère. C'est ma mère qui m'a fait retourner en cabinet, Seynabou. Mais c'est son droit, hein? Merci beaucoup. Pour dire qu'en fait, il faut tout le temps avoir leur bénédiction. Ma mère qui me fait, oui, tu es dans ça, aujourd'hui ça marche, demain ça ne marche pas. Donc, j'ai parlé à un ami, il faut aller le voir et lui remettre ton CV. C'est comme ça que ça s'est passé. Hein? D'accord. Donc, en 2018, je me retrouve en cabinet par l'intermédiaire de ma maman qui ne voulait justement pas que je reste dans l'entrepreneuriat où tout le monde sait qu'aujourd'hui ça marche, demain ça ne marchait pas. Ouais, c'est le risque qu'elle voulait pas. Justement. Qu'elle voulait pas que tu prennes. Et donc, il fallait que quelqu'un reste gérer l'activité. Donc, en 2018, quand j'ai commencé à travailler en cabinet, au début, 2018-2019, j'étais à fond, justement, dans ce que je faisais. Parce que, comme je dis tout le temps, il faut marquer sa présence là où on est. Donc, c'était le cabinet la priorité. Donc, on s'est donné à 200% pour cela. Et ma sœur, heureusement, alhamdoulilah, elle a rejoint l'équipe en 2019. Elle a commencé à faire, en fait, à me surpasser, en fait, à faire ce que je n'ai jamais eu pensé à faire. C'était quoi? Rendre publique la page Instagram. J'étais, en fait, dans mon coin. D'accord. J'avais peur, en fait, d'ouvrir le réseau. Ok. Donc, elle est venue, toute jeune, enthousiaste. Elle me dit, non, ça se passe pas comme ça. Il faut qu'on se montre, il faut que tu te montres. Et comme ça, elle a explosé. Elle a commencé, justement, à faire des choses magnifiques.
Avec Mamdou, c'est pourquoi je dis Mamdou, c'est pas Harry, hein. Ouais. On aurait dû être deux ici aujourd'hui. Je sais pas si ça va être intéressant ou pas, mais j'aurais dû te proposer ça. C'est vrai que je suis sûre qu'elle a plein de choses intéressantes à dire. Mais bon, Surtout. ce sera peut-être pour une autre fois. Mais ce qui m'intéresse aussi dans ce que tu dis, c'est que j'ai l'impression que tu avais un peu peur, peut-être, de vraiment y aller à 200%. C'est ça. Et d'où venait cette appréhension? Alors, je sais pas, j'étais dans ma zone de confort. Je me disais que j'allais pas me rendre public. Tu te rends public, après, s'il y a des conséquences. En fait, j'avais peur du risque. Toi aussi. Et faut pas avoir peur du risque aujourd'hui. Je m'en suis rendu compte après. À chaque fois, je me remets en question sur ça. Je dis non, faut pas. En fait, faut pas se créer des limites. Et j'étais en train de me créer des limites pour rien. Et aussi le fait de dire si j'échoue, comment est-ce que ça va être vu? L'échec sera public en fait. Oui, c'est ça. Et c'était ça ma peur. Aujourd'hui, je dis si tu ne risques rien, bah tu n'auras rien. Et on est dans un monde où il faut aller en fait vers les gens. Il faut se faire voir. Et donc elle nous a poussé aujourd'hui à en être là aujourd'hui. Et quand tu dis elle nous a poussé, tu veux dire c'est Adja? Oui. C'est Adja. C'est Adja parce qui a dit elle a dit on y va. On va élargir les choses. Ouais. Ça, on va plus rester dans ton réseau et aller chercher ailleurs. Ouais. Et dans ce ailleurs-là, on en est là aujourd'hui en 2023. C'est une activité qui est bien accueillie, qui plaît à beaucoup de monde, comme je disais au début. Alors, au début, c'était ton cercle. Donc, c'était essentiellement du B2C. Des particuliers qui achetaient tes produits. Et je pense que maintenant, il y a beaucoup de B2B aussi, les entreprises qui achètent les packs. Ouais. Comment ça se passe? Alors, ils achètent peut-être pas les lingeries, les entreprises. Justement. Ah bon? Non. Ils n'achètent pas les lingeries, les entreprises. Ils sont même pas au courant de cette activité. C'est ça. Donc, c'est ciblé, de toute façon. Le B2B a son offre de produits. Et le B2C a son offre de produits aussi. Donc, c'est ciblé selon. Et là, on sait très bien qui reçoit quoi, à qui on propose quoi. Donc, on a bien travaillé sur ça. Et le B2B, aujourd'hui, nous sollicite beaucoup sur les parties cadeaux. Parce que, comme je disais, on s'est spécialisé dans les cadeaux très tôt. Avec un effort sur le packaging. Oui. Et ça fait toute la différence Et aussi. on continue à travailler sur ça. Ouais. Donc, les cadeaux de 8 mars, les cadeaux de départ et les anniversaires, on est tout le temps sollicité sur ces aspects-là par le B2B. Et on prépare là actuellement un autre produit qu'on va proposer aussi au B2B très bientôt. Je vais venir en accrocher ici. Ah bon? Oui, je peux en parler, Seynabou, oui, non. Pour le moment, je préfère pas. Ah bon? C'est encore top secret. Bon, c'est pas compliqué, hein. Ce sont des senteurs automatiques qu'on va proposer aux... Est-ce que je dois en parler? Bon. Bah, en tout cas, moi, je les ai vus quand je suis allée à la boutique. Adja m'a montré. Tu as déjà vu? Ouais. Et c'est super comme produit. Alors, on est obligé d'en parler un peu. On va en parler un peu. Ce sont des produits qu'on va proposer aux entreprises qui sont en open space. Voilà, c'est des diffuseurs. Des diffuseurs automatiques. Automatiques. Ouais, qu'on peut programmer à distance. Les jours de travail, les horaires de travail, le nombre de pulvérisations qu'on veut, les intervalles, tout. En fait, c'est le Turai Tech. Ouais. Je peux l'appeler comme ça. Turai Tech, ouais. Super. Donc, c'est un produit vraiment qu'on veut proposer et qui va rentrer dans le marketing olfactif de ces enseignes-là. La senteur peut être personnalisée et le client qui vient reste. Les collaborateurs vont se sentir très bien dans leur espace de travail. Et en tout cas, on voudrait vraiment contribuer dans le bien-être au travail. Ouais, très Donc, bien. c'est ça l'idée. Ouais. Et ça, c'est pour des bureaux, ça peut être aussi pour des boutiques. Pour des boutiques, des banques, les salles d'attente, les cliniques. D'accord. En fait, c'est partout. Même à la maison, on en a jusque-là installé
dans les appartements, maisons, salons, les autres pièces, les grandes pièces en fait, où on n'a pas l'habitude vraiment d'aller poser les encens par-ci ou avoir juste un petit diffuseur qui n'arrive pas à couvrir l'espace. Tout l'espace. Ouais, Okay. donc on veut vraiment du B2B aussi, on fera. Oui, c'est Quelqu'un arrive dans un bureau, le trouve et dit non, j'en veux pour chez moi. Ouais, c'est ça. D'accord, très bien. Donc de bonnes perspectives de développement business avec ça. B2B. Ok. Tu as l'esprit très business. Tu l'as dit tout à l'heure, tu as commencé à faire du commerce très très jeune. À quel moment est-ce que tu t'es dit, ce business des senteurs et de la lingerie, il y a vraiment un gros potentiel dessus? Parce que c'est pas évident. C'est bon. Au marché HLM, il y a combien de boutiques de senteurs? Merci, c'est justement ça. Tu es en concurrence avec toutes ces dames qui vendent, mais à des prix aussi qui sont très accessibles. Très, très accessibles. Donc, qu'est-ce qui t'a fait penser que tu avais quand même ta place dans ce marché-là? Parce qu'en fait, il y avait une niche qui n'était pas touchée, forcément. Et nous, on s'est dit, on va se loger là-bas. Cette part de marché qui était à prendre, c'était quoi la présentation du produit? C'était quoi l'accessibilité des produits en ligne? D'accord, donc c'est le positionnement et l'accessibilité. Exactement. D'accord. L'accessibilité surtout. Et on a changé justement l'offre. Les produits ne sont pas les mêmes, les produits ne sentent pas la même odeur. Oui. Comme je disais, c'était de l'encens traditionnel revisité. On a des encens senteurs passion, on a des encens senteurs fruits rouges, on a des encens senteurs pommes poires. Donc ça, on n'en trouve pas au marché. C'est sûr. Voilà, Okay. donc on s'est démarqué, on sait que en fait, c'est un produit de consommation, c'est Nabou. Dans quelle maison on rentre au Sénégal et on ne trouve pas une brume de senteur ou un parfum ou un pot d'encens? Ouais. Et on n'a pas. Ouais. Maintenant, ce qu'on voudrait faire, c'est qu'à chaque fois qu'on rentre dans une maison, on trouve un pot d'encens Mamdou. C'est ça l'objectif. Et au niveau des marges, est-ce qu'il y a une grosse marge sur ce type de produit? Il y a une grosse marge sur ce type de produit. Mais à un moment donné, on investit sur la présentation. Donc finalement, ce que tu gagnais en marge réellement, là, tu fais justement un sacrifice pour que ton produit ait un certain niveau. D'accord. Ça, un certain positionnement aussi. Voilà. Oui. Donc, obligé de dire bye-bye à cette marge-là et de le réinvestir dans la présentation du produit. Et surtout dans la communication aussi, parce qu'on investit beaucoup en termes de communication. Essentiellement communication digitale? Digitale, pour le moment. D'accord. Et est-ce que tu t'es inspiré justement du marketing autour des parfums? Parce qu'on le sait, on vend un parfum par sa bouteille, beaucoup. Tu parles du packaging. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a beaucoup inspiré aussi? Au début, non. D'accord. Au début, en fait, c'était la qualité du produit. Je disais, peu importe le packaging qu'on aura, les gens ne sentent pas nos produits pour le moment. Il faut que la qualité y soit. C'était pas le packaging notre objectif premier. Et donc, on a travaillé sur la qualité. On a travaillé sur les couleurs, fallait que ça soit attrayant. Ouais. Tout ce qui est coloré attire. C'était les deux objectifs qu'on avait. Aujourd'hui, on a cet objectif-là. De par la présentation, de par sa bouteille, de par le merchandising en tant que tel. Donc, on est en train de travailler sur ça maintenant. Parce qu'il fallait se faire connaître d'abord. Par quels moyens? Donc, c'était pourquoi on avait posé ces actions-là. Pour se faire connaître d'abord. Et après, le bouche à oreille fait son rôle. Tu parlais de recherche, tu parles de qualité de produit. C'est pas un aspect que tu connaissais vraiment, c'est quelque chose que tu as dû apprendre, j'imagine. Comment ça se passe? Est-ce que tu travailles avec des laboratoires? Comment ça se passe? Alors, travailler avec des laboratoires au Sénégal, c'est pas facile. Et c'est pas donné. C'est un gros investissement. On travaille avec une personne de confiance qui signe des lettres de confidentialité. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des recettes, on les garde jalousement. C'est ça. Et on voit à chaque fois ce genre de litige-là qui se présente sur ce genre de produit. Et on n'aimerait pas trop s'engager sur, justement, des personnes qui vont après divulguer ou après reproduire ce qu'on est en train de faire. Ouais. Donc, on n'est pas si grand que ça.
on fait attention pour le moment. Peut-être que dans quelques années, on pourra se permettre d'être accompagné à un prix raisonnable. Mais pour le moment, c'est coûteux. Et on travaille dans ça avec des partenaires qu'on a actuellement qui nous accompagnent. Maintenant, la prochaine étape serait justement cette partie. Alors, des partenaires techniques, c'est à quel niveau? Alors, des bailleurs. D'accord. Qui accompagnent techniquement et financièrement en même temps. Donc, aujourd'hui, c'est la partie internationalisation. Ok, déjà. Donc, on est présent à Abidjan. Ok. On a un showroom qui s'appelle la Galerie Kumba, qui est sur Abidjan et nos produits sont déjà là-bas. D'accord, c'est comme un concept store où on voilà, trouve différentes avec marques. 13 entrepreneurs, femmes du Sénégal, du Cameroun et de la Côte d'Ivoire. Super. Ouais. Très bien. Donc, et donc la vision, c'est vraiment d'aller sur toute la sous-région, Afrique de l'Ouest. C'est la Galerie Lafayette, africaine. Oui, mais on compte faire en Afrique. D'accord. Donc, on n'a même pas ouvert sur Dakar. Enfin, moi, je suis allée au showroom. C'est vrai qu'il n'y a pas encore l'enseigne, mais... Oui, mais je veux dire la galerie en tant que telle. Je parlais de la galerie. Ah! Oui, mais c'était la question, c'était pour Mamdou. Oui, je parlais de la Galerie Kumba. La Galerie Kumba, c'est toi aussi? Ou bien c'est quelqu'un d'autre? On est 13, en fait. Ah, vous êtes 13 et vous êtes vous-même propriétaire de la Galerie Les 13? Kumba, oui. Ok, super. 13 femmes. 13 femmes, oui. Entrepreneurs africaines. Africaines. Et donc, vous comptez faire des galeries Kumba dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest et même au-delà peut-être. Et même en Europe, aux États-Unis. En fait, on veut vraiment montrer le Made in Africa et se dire que nous, femmes, on peut faire des choses ensemble. Waouh. Ce que personne ne croit jusqu'ici. Écoute, moi, j'y crois. En tout cas, ça se passe bien. On se débrouille très bien pour le moment. Ça a ouvert quand? On a réussi le pari au mois de mai. Mai 2023. D'accord. Et donc, tu dis à Paris bientôt? Non, à Dakar. À Dakar? Oui. Ok, super. On a commencé par Abidjan parce qu'il y avait une opportunité qui s'était présentée. Mm-hmm. Et donc, on s'est lancé sur Abidjan et on était très à vouloir aussi être présente sur Abidjan. Donc, on s'est lancé. Très bien. Étant donné que chacune avait déjà ses activités sur Dakar. D'où est venue l'initiative? Que chacune voulait justement être présente sur Abidjan. Mais donc ça veut dire qu'il existait un groupe? Oui, un groupe, on s'était rencontrés, je dirais, je ne sais pas si je dois citer les noms ou pas. Tu peux. À l'école de la dirigeante de la WIC. Ok. Donc, c'est ce groupe-là qui s'est encore retrouvé pour aller créer la galerie. D'accord. Donc, WIC, c'est Women Investment Club. Oui. Ok. C'est ça. Donc, on a eu à participer à la première cohorte de l'école de la dirigeante. D'accord. Et à la sortie de ça, on s'est lancé dans ce projet. Parce qu'on se disait que voilà, on est là, on en veut, on est toutes entrepreneurs, on avance ensemble. Ça, c'est génial. Ouais. Cette capacité de se mettre ensemble pour réaliser quelque chose, je pense que c'est vraiment clé dans le succès. Si on veut vraiment y arriver en Afrique, c'est comme ça que ça va se passer. C'est comme ça qu'on compte avancer. Ok. Qu'est-ce qui est le plus dur dans ton activité? Qu'est-ce qui a été le plus difficile jusqu'à présent? Alors, c'est la production. La production est compliquée aujourd'hui parce qu'en fait, on n'arrive pas à avoir les matières premières de qualité qu'on veut et la constance justement dans ces matières premières-là. Il y a des matières voilà. Parce que toi, tu te dis, ok, je dois respecter ces normes-là dans ma production. Mais malheureusement, toute la chaîne ne respecte justement pas ces normes-là. Donc, on est obligé de tout le temps contrôler, de tout le temps voir si la qualité reste constante ou pas avant d'avancer, parce qu'en fait, c'est la finalité qui compte. Il faut qu'on ait tout le temps le même résultat. Mm-hmm. Et avec le peu de moyens que nous avons aujourd'hui, on essaie justement d'avoir les mêmes choses tout le temps. C'est pas du tout facile. Compliqué. Ça, c'est la première complication qu'on a. Et c'est au premier degré, je dirais, parce que si on ne produit pas, on ne vend pas. Après, il y a la partie packaging. Là, c'est compliqué. On a une activité parallèle où on vend justement le packaging à cause de ça. Ouais. Donc, finalement, toi-même, tu vends des packaging.
Tellement tu as dû chercher des packaging que maintenant tu en importes pour en vendre. Obligé, depuis 2017. Ouais. Ce qui te permet de rentabiliser aussi. C'est ça. D'accord. Sinon, après, c'est compliqué. Et on veut avoir un contenant constant à chaque fois, au lieu d'avoir ce que j'ai l'habitude de donner l'exemple. La bouteille de Coca-Cola, à chaque fois qu'on voit la bouteille, on sait que c'est. Même si la marque n'y est plus, on sait que ça vient de telle enseigne. Mm-hmm. Donc, pourquoi aujourd'hui avoir cette bouteille, demain avoir cette autre forme de peau ou je sais pas. Donc, pour avoir cette constance-là, vu que le marché n'arrivait justement pas à nous fournir à temps, on s'est lancé dans la vente carrément en parallèle. Mm-hmm. Tout le temps en parallèle, hein, c'est énorme. Oui, je vois. Il y a plusieurs parallèles là qui... Obligé, on n'a pas le choix. Ouais. Donc voilà, tout le temps c'est pour apporter une solution. C'est ça. Ne pas être, c'est anticiper en fait. Mm-hmm. Il faut tout le temps être dans l'anticipation pour ne pas avoir de surprises. Bien vrai qu'on en a des fois, mais bon, on essaie d'anticiper au mieux. Et pourtant, on dit souvent qu'un entrepreneur, il doit savoir être focus sur son activité, qu'au départ, c'est un produit, il faut pas trop se disperser. Qu'est-ce que tu penses de ça? Il faut pas se disperser et aller faire autre chose qui ne rentre pas dans la ligne directrice de ton activité. Aujourd'hui, c'est un produit complémentaire que nous proposons. Le packaging en tant que tel, nous-mêmes nous l'utilisons. On a déjà les fournisseurs. On va à la rencontre de ces fournisseurs-là. Donc, en fait, on fait du sourcing tout le temps concernant le packaging. Donc, c'est pas me disperser, ce serait plutôt apporter une activité complémentaire à notre activité. Mm-hmm. Qu'on le revende ou pas, on est obligé de sourcer sur les packaging, on est obligé d'en prendre ou d'aller en chercher. Mm. Donc, en tout cas, pour moi, c'est pas me disperser, mais c'est plutôt apporter une solution à nous et aux autres en même temps. Mm-hmm. Alors, tu disais tout à l'heure que tu avais commencé le commerce assez jeune, mais il y a un pas entre commerce et entrepreneuriat. Mm-hmm. À quel moment tu t'es rendu compte que tu pouvais vraiment être un entrepreneur, une entrepreneur? Depuis que je commençais à faire les ventes en question, en fait, je ne me voyais pas être... quand je disais, quand j'étais petite, je me disais que je voulais être hôtesse de l'air ou à 25 ans, en tout cas. Moi, je pensais que 25 ans, c'était un grand âge. Maintenant que je suis très loin des 25 ans, là, je me rends compte que 25 ans, c'est rien du tout. Et bébé. Tu n'as pas encore commencé ta vie. Donc, je me cherchais. Je disais, un jour ou l'autre, je vais investir dans quelque chose. Un jour ou l'autre, je ne serai plus employée de quelqu'un. Oui, toujours cette recherche de liberté. Mais tu disais tout à l'heure qu'il y avait l'aversion du risque. C'est ça. Or, un entrepreneur, c'est quelqu'un forcément qui prend des risques. Oui. Et puis, un entrepreneur, c'est aussi quelqu'un qui a la tête comme ça, quoi, parce que il faut s'occuper de tout. Oui. Tu savais que tu en étais capable? Je savais que j'en étais capable. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'expérience de la famille déjà. Ouais. Je disais que être l'aîné d'une famille, c'était pas facile. En plus de ça, se retrouver avec maman et les autres, c'était encore plus compliqué. Et fallait pas la laisser seule, en fait. Fallait pas qu'elle soit seule dans ça. Donc ça, c'est déjà de l'entrepreneuriat. C'est déjà quelque part où tu devais gérer, tu devais pallier à certaines choses. Ouais. Et quand je disais que j'avais peur du risque, justement, c'est que je pensais tout le temps à la famille derrière. Je me disais que je n'étais pas seule. Mais quand tu es seule, aujourd'hui, je prends certaines responsabilités dans l'entreprise, je me dis que c'est l'entreprise. Il faut prendre ces risques-là pour avancer. Ouais. Donc, tu t'es départie de ça, en fait, au fur et à mesure. Je me départissais de cette crainte-là. Je disais tout le temps, j'ai pas droit à l'erreur. C'est ça, en fait, qui me faisait penser à prendre des gants pour certaines choses ou à ne pas faire certaines choses. Mm-hmm. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Pourquoi? Parce qu'on se doit d'avancer, parce qu'on se doit d'aller à l'aventure. Ouais. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Un entrepreneur, c'est aussi quelqu'un qui apprend en permanence. Mm. Comment est-ce que tu fais, toi, pour apprendre? Est-ce que c'est des bouquins que tu lis? Est-ce que c'est des formations que tu suis régulièrement? Est-ce que c'est juste simplement d'être confronté à certaines situations qui t'obligent à acquérir des nouvelles compétences?
Je déteste la lecture, Zainab. Ah bon? Tu ne lis pas du tout? Je lisais avant. Ma sœur, c'est ce qu'elle me dit tout le temps. Pourquoi tu achètes ce livre-là alors que tu vas pas le lire? Je vais lire la première page, deuxième. Des fois, je me dis non, je vais me forcer à lire. C'est tellement... À chaque fois que je regarde quelqu'un qui m'inspire et tout, ils vont jamais terminer l'interview sans parler de la lecture. Ah bon? Mais jamais, jamais. Tout le monde dit, moi, je lis beaucoup, je lis. Après, je dis, mais moi, comment est-ce que je fais? Est-ce que ce que je fais là est normal? Ou peut-être bien que si je commençais la lecture, ça allait changer quelque chose dans ma vie. J'essaye, hein, mais... Il y a les audiobooks aussi maintenant, Harry. Tu peux écouter des livres. Je vais écouter. Je vais tester les audios, c'est bon. C'est important, j'en suis consciente. J'en suis très consciente. Mais alors, comment ça se passe pour toi? Je vais sur YouTube. Ok. Je vais sur YouTube, pas plus tard qu'hier, ce matin. C'est ce que je faisais sur les podcasts. Hein. Ça, je t'ai pas dit. Tu m'as pas dit. En fait, je vais sur YouTube, je regarde ce qui m'intéresse. Je dois faire telle chose, je vais anticiper. Ou je vais sur Google, je fais mes recherches, je regarde, je fais beaucoup de recherches. Je fais beaucoup de benchmark aussi. Et c'est important dans le secteur d'activité où nous sommes. Donc tu regardes ce que font les autres, je regarde les marques internationales éventuellement. Beaucoup. Ouais. Beaucoup. En fait, je me dis, il faut pas qu'on s'arrête à l'Afrique. Il faut pas non plus dire que ce qui se passe en Europe, ce qui se passe aux États-Unis ne peut pas se passer en Afrique. C'est ce qu'on veut justement mettre en place ici. Et par nous, pour nous. Et après pour eux. Donc, on travaille sur ça, on fait beaucoup de recherches sur ça. Et les formations aussi, on en fait ponctuellement à la demande et aussi de par le partenaire dont je parlais tout à l'heure, ADPME, donc qui accompagne beaucoup les entrepreneurs dans cette partie formation. D'accord. Tu disais pour eux, est-ce que tu penses que les produits Mamdou peuvent toucher un public non africain? C'est le cas actuellement. Les produits touchent les publics non africains, mais pour le moment pas comme on le voudrait. Pourquoi? Parce que c'est le how to use, c'est le fait de dire j'ai pas l'habitude et je peux pas l'utiliser. Okay. Donc, il faudrait qu'on trouve autrement comment intéresser ce public non africain-là et comment rendre l'utilisation facile pour des profanes, pour des personnes qui n'ont pas cette culture. Parce que l'Africain et l'encens, c'est culturel. Tout à fait. Donc, les non-africains, justement, n'ont pas cette culture et il faudra, nous, aujourd'hui, qu'on travaille sur comment les intéresser davantage à utiliser nos produits et pourquoi pas à nous demander à les commercialiser. C'est ça l'objectif. Donc pour l'instant, le public non africain qui les consomme, c'est des gens qui sont justement habitués, curieux ouais. Et peut-être qui connaissent déjà le tchouraï de base ça. Et qui vont vers ces produits-là. Qui utilisent également. Ou qui côtoient les Africains ou qui sont mariés à des Africains. D'habitude, c'est ça en fait. D'accord. Aujourd'hui, quelle est la part du business en termes, parce que tu m'as dit que ça a commencé par la lingerie, donc quelle est la part du business lingerie par rapport aux senteurs en pourcentage? Alors, le business lingerie n'est pas si développé que ça. Pourquoi? Parce que ce sont des produits accessoires. Okay. Donc, ce sont les senteurs, Mamdou, ce sont les senteurs purs et durs. Et pourquoi les produits accessoires? Parce qu'on a l'habitude de faire des coffrets cadeaux pour les mariés. D'accord. En général, il y a la belle famille qui ramène des cadeaux à la mariée et qui ont besoin d'autres produits accessoires. Donc, on s'est dit, pour ne pas perdre cette part de marché-là, on va créer des produits accessoires. On va rajouter justement ces produits-là. Mis à part la lingerie qui était là avant même les senteurs, on propose d'autres produits complémentaires. Comme quoi, par exemple? Des peignoirs personnalisés. On a aussi des secrets de femmes qui sont faits à base de miel. Et on a aussi les ceintures de perles. OK. Donc ça aussi, on a essayé de revisiter un peu ce qu'on proposait. Et on travaille avec la main-d'œuvre sénégalaise. Une maman aussi qui travaille sur ça. Donc on rajoute en fait justement ces produits complémentaires-là pour que ces coffrets cadeaux soient bien consistants et que la mariée ne se retrouve pas que
qu'avec des senteurs, Oui, mais qu'elle se retrouve en fait avec un box bien complet, d'accord. avec tout ce dont elle a besoin pour un bon démarrage. Pour un bon démarrage. Alors, aujourd'hui, c'est combien d'employés, Mamdou? Comment est-ce que ça a évolué par rapport au début où c'était toi et Adja et peut-être ta maman qui aidait Oui. Comment ça a évolué les choses? Alors, aujourd'hui, on est à 7 employés, alors qu'avant, c'était Harry, après Adja. Donc, c'était même pas Harry et Adja en Oui. même temps. Donc, ça fait quoi? 1 an et demi que c'est Harry et Adja. Et donc, depuis 1 an et demi, il y avait que Adja, il y avait justement le gestionnaire de stock, la personne qui s'occupait de la production et le coursier. D'accord. Parce que vu qu'on fait qu'on ne fait que de la livraison plutôt, donc il fallait qu'il y ait un coursier pour s'occuper de ça. D'accord. Et donc maintenant, on se retrouve à 7 personnes, depuis pas longtemps d'ailleurs. Et on a la partie digitale qui n'est pas à négliger. Donc on a mis une personne spécialement dans ça. Digital manager. Oui. community. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un travail en fait à temps plein. On ne peut pas aujourd'hui, on l'a fait jusqu'ici, mais ça nous a beaucoup freiné. Pourquoi? Le fait que toi et Adja, vous vous occupiez des tout. réseaux sociaux. De tout en fait. La production, ça te prend du temps. Ouais. Le fait de mettre dans des pots, mise en bouteille, mise en pot, ça te prend du temps. L'étiquetage, n'en parlons pas. Après, préparer les coffrets ne se préparent pas seuls. C'est sûr. Donc, on ne va pas faire comme ça et on a un coffret qui est préparé. Donc, il faut travailler sur la stratégie, travailler sur le pricing. Avant de prendre en photo, retoucher les photos, mettre les prix et après penser à la stratégie de mise en forme sur les réseaux. Et après, la prise en charge des clients. Ouais. Donc, c'est toute une chaîne qui était gérée par 1-2 personnes. Donc, aujourd'hui, on a vu qu'il fallait mettre employer des gens qui vont venir travailler spécialement sur ces business units ou, je sais pas, sur ces différents services-là, ces départements. Donc, on était obligé de recruter des personnes qui vont travailler sur ça. Et on a un community manager, graphist designer. Okay. On a une personne qui s'occupe spécialement des ventes, répondre au téléphone, prise de commande. En fait, que le client en fait soit bien pris en charge, qu'on n'oublie pas. Parce qu'en fait, quand on est focus sur plein de choses en même temps, on oublie d'autres choses. Service client, ouais. Et le service client, on n'a pas le droit justement de faire des erreurs avec. C'est fondamental. Voilà. On sait que c'est pas évident de trouver les bonnes personnes ressources. Même un bon coursier au Sénégal, c'est pas évident. Tu parlais de l'importance du coursier puisque tu fais pratiquement que de la livraison. À quel point ça a été facile ou difficile pour toi de trouver cette petite équipe? Les ressources humaines aujourd'hui, c'est le problème de tout le monde. On n'arrive pas à avoir ce qu'on veut, mais il faut les orienter, il faut les accompagner. Et il faut savoir que l'exigence aujourd'hui qu'on a vis-à-vis de nos clients ou qu'on doit avoir vis-à-vis de ces ressources-là, il faudrait qu'ils le comprennent d'abord. Donc, bien présenter ton business model, bien leur faire comprendre ce qu'on attend d'eux et essayer d'avancer avec ces personnes-là. Maintenant, si ces personnes-là ne veulent pas, parce qu'à un moment donné, c'est le fait de vouloir ou ne pas vouloir, c'est pas le fait de ne pas pouvoir. Ouais. Parce qu'on ne demande rien de compliqué dans ça. C'est ton travail. Tu as postulé pour ce poste-là, donc il faut que tu t'y mettes. Il faut travailler en conformité avec ton contrat. Ouais. Donc demain, si tu ne travailles pas en conformité avec ton contrat, je ne vois pas pourquoi on devrait avancer avec cette personne-là. Mais en tout cas, nous, de notre côté, on met tous les moyens pour que ces ressources-là puissent être dans de bonnes conditions. 1, 2, puissent comprendre le business model. 3, puissent avoir ce sentiment d'appartenance-là. Parce qu'en fait, un bon employé doit se sentir justement impliqué dans l'activité. Donc, on fait tout pour que ces personnes-là soient impliquées dans l'activité et se sentent en fait impliquées dans l'activité pour pouvoir avancer. Maintenant, quand le vouloir entre en jeu ou ne pas vouloir, on est obligé de se séparer avec ces ressources-là. Ouais. C'est une question de bonne volonté. Récemment, on a dû se séparer avec une ressource en 1 mois. Ouais.
Enfin, dès lors que tu te rends compte que c'est pas la bonne personne, on ne prolonge pas les problèmes. C'est pas la peine de. Non, du tout. Souvent, on dit que il faut embaucher vite, mais virer encore plus vite si tu vois que c'est un problème. Merci. Ça fait partie de ce qu'on fait, hein. Très vite même. Ouais. Comme les livraisons. Faut que ce soit fast. Non, mais c'est ça, sinon c'est pas bon, hein. D'accord. Mais là, ça va, tu penses avoir trouvé l'équipe de base, la Dream Team, Mamdou, ou presque? Je dirais pas la Dream Team, mais on est vraiment entouré avec des personnes qui comprennent. Ça, c'est déjà bien, qui comprennent. On n'a pas encore fini les recrutements, justement. C'est pour ça que je ne veux pas encore parler de Dream Team. D'accord. Étant donné que, voilà, en tout cas, les personnes avec qui on travaille aujourd'hui sont formidables et on travaille avec eux. C'est pas 1 an, c'est pas 2 ans. Donc, les nouveaux recrues aujourd'hui, ce sont ces personnes-là qu'on devra mettre dans l'ambiance, je dirais. Et donc, pour ton recrutement, tu travailles avec les écoles ou bien c'est quoi? C'est des recommandations? On travaille avec un établissement de commerce qui nous a envoyé des étudiants. Et en même temps, on fait des publications sur LinkedIn et nos réseaux en même temps. Mm-hmm. Instagram, on a dû même recruter une cliente. Ah ouais. Donc, pour dire que ça marche. Bah hein. oui. Et en fait, finalement, est-ce que c'est pas, oui, elle connaît déjà le produit, elle apprécie déjà le produit. C'est ça. Donc forcément, ça a des chances d'être un match. Voilà, c'est ça. Okay. Donc on a fait ça, on publie sur les réseaux en même temps. Et donc, en fait, on ne s'arrête pas que sur les recommandations, mais on donne aussi la chance aux personnes qui sont ailleurs, qui sont dans les autres réseaux ou qui n'ont peut-être pas la possibilité d'être recommandées. Donc, on a ouvert justement les recrutements pour nous aussi avoir la chance d'avoir des profils et choisir par nous-mêmes ce qu'on recevra en entretien. Mm-hmm. En tant qu'entrepreneur, quelles sont les qualités que tu as dû développer en toi? Parce qu'on connaît la vie d'un entrepreneur ou d'une entrepreneur. C'est fait de haut et de bas, d'enthousiasme et parfois de périodes plus difficiles. Qu'est-ce qui te fait tenir quand tu passes par des périodes difficiles? Quelles sont les qualités que tu as dû développer en toi pour être toujours là aujourd'hui, à continuer ton projet? Est-ce que c'est la peine de dire la persévérance? Parce que ça, c'est la base. Hein? Mm-hmm. C'est persévérer et se dire que j'en suis capable, en fait. C'est la confiance en soi. Au-delà de ce que les gens peuvent penser. Parce que tout le temps, il y a ces esprits-là qui sont là à critiquer, à faire... moi, je dis, j'en suis capable, je vais y arriver. Et je vais me donner les moyens pour y arriver. Donc, il y a cette confiance en soi-là que j'ai dû développer. Il y a la partie persévérance. Je ne lâche pas, je dis pas non, je dis pas j'arrête, ça ne marche pas, j'arrête, non. Je dis j'ai un problème de trésor, comment je fais? Bon, je vais aller chercher la solution. Je vais pas m'arrêter à dire non, l'activité ne va jamais marcher. Non, il faut aller chercher la solution. Il faut aller jusqu'au bout. Donc, ce sont moi je me dis les qualités qu'il faut avoir pour avancer. Même pas quand on est entrepreneuriat, mais dans la vie. Pour avancer dans tout ce que tu fais. Dans les études, partout en fait, ce sont des qualités qu'il faut avoir. C'est-à-dire que il n'y a pas de limite en fait, je ne me crée pas de limite, donc j'avance. J'ai quelque chose de bien, je sais que j'ai cherché à avoir cela. J'ai persévéré pour avoir cela. Et donc, ça ne peut que marcher en fait. Bien sûr, il y aura des échecs. Et ça, on en apprend beaucoup. Mais quels sont les échecs que tu as rencontrés et qu'est-ce qu'ils t'ont appris? Alors, les échecs, je dirais que c'était principalement des abandons. Je dirais pas échouer, mais dire que c'est pas ce que j'aime faire, c'est pas ce que je veux faire, donc j'arrête et je vais chercher autre chose. C'était quoi, par exemple? C'était les autres activités dont je parlais, en fait, tout à l'heure. Donc, je me dis... et ça t'a permis de te trouver, parce que quand tu sais que c'est pas ça ta voie... Je me cherchais, c'est ça. Ça te rapproche de ce que tu veux faire. C'est ça, exactement. Ok. Donc, voilà, alhamdoulilah, on n'a pas connu d'échec en tant que tel dans Mamdou depuis le début. Et c'est pas des échecs, en fait. C'est juste des freins qu'on a, des fois, des contraintes qu'il y a. Mais après, on saute et on avance. Et la confiance en toi, en soi, sur laquelle tu as travaillé, ta confiance en toi, tu l'as travaillée comment? Est-ce que c'est du fait justement de tes expériences passées
Comment ça s'est passé? C'est de par les expériences, je dirais. Et à chaque... En fait, je dis que c'était systématique ou automatique, en fait. Je dis, ce matin, comment est-ce que tu es? Comment tu te trouves? Qu'est-ce que tu comptes faire aujourd'hui? Qu'est-ce que toi, tu vas réaliser aujourd'hui? Tu te disais ça? Voilà. Tu te posais ces questions à toi-même? Je me pose ces questions-là. Qu'est-ce que tu vas réaliser aujourd'hui? Aujourd'hui. Waouh. Qu'est-ce que tu aimes faire? Le déclic qui a fait que j'ai dû démissionner il y a 1 an et demi, ma maman, elle n'était pas d'accord. Mais à chaque fois que je me levais le matin, c'est comme je me disais, qu'est-ce que tu vas encore faire dans ce travail-là? Est-ce que ça, c'est ton réel toi? Est-ce que tu n'es pas en train de te tromper? De te mentir toi-même? Mm-hmm. Donc, au lieu de chaque matin de me poser ces questions-là, je vais faire quelque chose de vrai. Le vrai moi, en fait. Donc, c'est dire d'abord, il y a une étape, aller convaincre ma maman pour qu'elle arrête de me dire non, tu ne peux pas. Et c'est ce que j'ai fait pendant 6 mois. Donc, c'était un long travail à discuter. Chaque jour, je changeais de discours. Aujourd'hui, je parle de quelque chose, je vois que ça ne marchait pas, elle ne l'entendait pas. Jusqu'au jour où elle me fait « Ok, c'est bon. » Le parcours du combattant. Elle s'est avouée vaincue. Elle s'est avouée vaincue. Parce que finalement, j'ai trouvé le bon filon, j'ai dit je n'arrête plus. Je vais continuer à tirer. Et donc, c'est ce que j'ai fait pour en arriver là aujourd'hui. Donc, quand je dis toi, ce dont tu es capable, c'est ce que tu aimes faire, ce que tu veux faire, comment tu vas faire pour y arriver. À un moment donné, tu disais que tu étais à Paris. Tu as dit non, si c'est pas pour moi, je vais à Paris. Et donc, tu aurais très bien pu peut-être continuer là-bas, trouver un boulot là-bas. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu monter ton projet au Sénégal? Alors, dès mon premier jour à Paris, ma première semaine à Paris, pour ne pas exagérer, j'ai dit je ne vais pas rester en Europe. Systématiquement, dans les métros, je descendais de cours, je devais rentrer, je voyais les gens courir, ou en tout cas marcher très rapidement. Et je suivais, c'était mécanique en fait, machinalement, je les suivais. Ouais. À un moment donné, je me suis posée, j'ai dit, mais toi là, pourquoi tu marches aussi rapidement? Il y a quelqu'un qui t'attend, ou tu dois faire, il y a d'autres choses qui t'attendent. En fait, je voyais que c'était un système qui était en accéléré. Et que, est-ce que tu t'épanouissais dans ça? Est-ce que tu allais vraiment réaliser quelque chose dans ça? C'était juste moi, la marche entre les métros, les correspondances qui m'ont fait dire non, il faut te remettre en question. Ouais. Et te dire, est-ce que tu te trouves, tu penses te retrouver dans cette situation-là dans 10 ans? Je dis non, ça c'est pas ma vie, ça c'est pas pour moi. Mm-hmm. Et le fait de rentrer au Sénégal, je dis, je peux pas faire mieux chez moi qu'ailleurs. Ce que je veux faire, je veux réussir chez moi, en fait. C'était ça ma fierté, c'était ça mon objectif. Mm-hmm. Ne pas rester à Paris, c'était une chose, mais le fait d'investir au Sénégal, ça, c'était depuis le début. En France, c'était d'accord. Il y a un diplôme que je dois décrocher ici, il faut que je me donne les moyens pour décrocher ce diplôme-là. Et après, si je dois travailler, avoir un peu d'expérience ici, c'est toujours bien, mais fallait rentrer. Mm. Et dans ce fallait rentrer-là, je me disais tout le temps... Je vois les amis qui se sont mariés, je dis non, faut pas avoir un mari ici. Ça, c'est l'erreur. C'est l'erreur, en fait. Ah oui, se marier en France. Tu te maries en France, bah, tu es emprisonné. T'es là-bas. Bon, c'est le piège, en fait. Ouais. À éviter. Donc, alhamdoulilah, j'ai évité le piège, mais on dirait que je suis toujours dans le piège. Comment ça? Je suis toujours pas mariée. Ouais. Donc, après, je dis, non, fallait rentrer, travailler. Et se donner à 200%. Pourquoi j'ai le temps aujourd'hui? Ce que je peux faire aujourd'hui sans mari, sans enfant à côté, bah, je me donne dans le travail. Demain, je n'aurai pas ce temps-là. Demain, qui sait, c'est quand, je ne sais pas. Ouais. Mais pour le moment, je suis dans cette activité-là. Je vais me donner à 200% pour que ça marche. Et je vais m'épanouir dans ça. C'est pas parce que tu n'as pas une famille aujourd'hui que tu vas te lamenter tout le temps et dire non, il faudrait que je sois dans un tel statut, où c'est primordial, ou c'est pas normal que tu ne sois pas dans ce statut-là, mais on se concentre sur l'activité du moment, vivre l'instant présent tout en ne pas oublier demain, se projeter et se dire où est-ce que je me vois dans tel nombre d'années.
Donc, Paris, c'était bien, c'était très bien. Une belle expérience, mais c'était pas pour moi. C'était pas du tout pour moi. T'es resté combien de temps finalement là-bas? 4 ans. 4 ans. D'accord. Donc, mais alors, ça veut dire quand même que tu crois vraiment qu'il est possible de développer des choses au Sénégal? Parce que on le voit aujourd'hui, beaucoup de jeunes n'y croient pas et risquent leur vie pour aller ailleurs. Toi, tu as vraiment cru que ici au Sénégal, c'est possible de faire des choses et moi, je vais le faire. Il y a toujours des choses à faire au Sénégal. Beaucoup de personnes peuvent ne pas partager cet avis, mais moi je me dis le fait de dire je vais prendre le bateau et partir, c'est une solution de facilité. Pourquoi c'est une solution de facilité? Vous allez donner de l'argent, c'est un investissement que vous faites dans ça avec 100% de risque. Alors que l'argent que vous prenez et que vous investissez dans ce transport-là, vous pouvez l'investir dans d'autres activités au Sénégal avec, je dirais pas zéro risque, mais avec moins de 5% de risque. Pourquoi? Parce que tu penses que l'autre côté c'est l'Eldorado, parce que tu penses que l'autre côté tu vas gagner 1500, 2000 euros, 3000 euros en ne faisant rien du tout. Les efforts qu'on est prêt à faire une fois arrivé, si toutefois on arrive bien sûr, on peut en faire 50% au Sénégal et avoir quelque chose. Et l'argent qu'on prend pour investir dans ça, sachant que même avant d'arriver là-bas, on peut perdre beaucoup avant même d'arriver. C'est triste, ça fait très très mal, mais on doit sensibiliser davantage notre jeunesse. On doit leur faire comprendre qu'il y a des choses à faire ici. Et c'est à nous de le faire, relever ces défis-là. Et ne pas dire on n'en est pas capable. Ne pas dire j'ai juste pas envie de le faire ici. Pourquoi? Parce que la politique aujourd'hui ne me le permet pas. Les avantages qu'on a au Sénégal ne sont pas du tout consistants pour que je puisse me lancer dans telle ou telle activité. L'accompagnement n'y est pas. Ça, en fait, c'est de la facilité. Oui, et puis ce sont des croyances erronées, parce que l'accompagnement au Sénégal, tu parlais de la DEPME tout à l'heure, il existe quand même. Il y a la DER pour les jeunes et les femmes. C'est quand même des choses qui sont là et qui peuvent vraiment aider n'importe quel porteur de projet. Et puis notre environnement n'est pas si mal que ça quand on regarde les pays voisins, certains pays voisins. Donc effectivement, il y a des raisons, je pense, de croire que les choses sont tout à fait possibles ici. Il y a beaucoup, beaucoup de raisons. Et il faudra sensibiliser davantage, accompagner les jeunes et les conscientiser. Il y a beaucoup de choses à faire. Être étudiant et dire que non, je ne peux rien faire. J'ai oublié de parler des expériences que je faisais. Je disais être au Sénégal et dire qu'il n'y a pas de petit boulot. Non, je participais à des événements. J'étais hôtesse. Là, on me payait 10 000 francs par événement. Et c'est pas par besoin que je le faisais, mais je me disais qu'il fallait travailler. Et se donner en fait, donne-toi les moyens d'être indépendant. Ne pas tout le temps vivre au crochet de papa et maman. Ça, c'est bien facile, mais aussi, il faut se dire que... Et ça t'apporte beaucoup de choses. Ça te permet de grandir. Ça te permet de voir autre chose, de découvrir autre chose, et ça te facilite beaucoup, beaucoup après, plus tard, sur ce que tu veux faire à l'avenir. Donc, faudrait pas s'arrêter juste à ce que tu reçois et toi, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que j'apporte en fait? Il faut apporter une plus-value, moi je dirais, dans ta vie. Mais si on n'a pas, après tu baisses les bras, tu es découragé, non. Tout à l'heure, tu parlais du fait d'être aîné dans ta famille et que c'était un poids. Et c'est vrai que dans nos cultures africaines, l'aîné a un poids plus lourd sur les épaules. Aujourd'hui, quand tu regardes ça, est-ce que tu penses que finalement ça a été quelque chose de positif pour toi parce que ça t'a poussé, ou bien ça a été quand même quelque chose qui a été dur à porter? Si c'était à refaire, je le referais. C'est pas du tout dur. En fait, c'est une expérience que tout le monde n'a pas la chance d'avoir. Et ça te forge. Ça m'a beaucoup forgé, ça m'a beaucoup apporté. Ma mère m'a beaucoup privée pour mes petits frères et sœurs. Mais en fait, cette privation-là, moi, je me dis que je le vis encore en entreprise parce que je me prive pour les employés. Au début, tu vas dire, je ne vais pas recevoir de salaire pour pouvoir payer tes salariés.
Donc, si tu n'avais pas eu cette expérience-là étant plus petit, est-ce que le jour où on te dit, oui, voilà, maintenant, l'argent est là, soit tu recrutes, tu n'as plus de salaire, ou tu recrutes pas, et tu restes seul et que tu continues à travailler, tu vas penser à recruter? Non. Non, moi, je me dis que ça fait partie des expériences de la vie que tout le monde n'a pas la chance d'avoir. Ça contribue aujourd'hui à mon lifestyle, je dirais. Et qu'est-ce que tu fais en tant qu'entrepreneur? Parce que ça demande de la discipline, ça demande un mindset. Comment tu fais pour avoir le bon mindset et pour avoir cette discipline? Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que... Je vais encore te dire quelque chose qui va te... Je n'aime pas le sport. C'est Nabo qui va te choquer. Ah non. Ni livre, ni sport. OK. C'est Nabou. On a un tapis à la maison qui est là-bas depuis plus d'un an, ou 2 ans. Ma soeur, elle me regarde, elle me fait, tu vas vendre le tapis? C'est plus simple. Donc, il y a 2 semaines, j'ai repris. Je fais 30 minutes, 1 heure de temps. J'ai repris. Parce qu'en fait, je me dis que ça me fait du bien. Être sédentaire, c'est pas bon tout le temps. Donc, je me conscientise un peu côté santé surtout. Et donc, j'ai repris le sport et j'espère que je vais être un peu assidue et régulière. Mais je suis jamais régulière. Je fais 1 fois, 2 fois. En salle de sport, je m'inscris 1 mois. Après, je repars plus. Donc, c'est pas facile pour moi. Donc, il n'y a rien que tu as mis en place pour t'aider à mieux gérer ta vie d'entrepreneur? Comme quoi? Des routines. Certains parlent de routine matinale, de routine du soir. Peut-être que je suis atypique, Non. Peut-être que je suis atypique, mais je n'en ai pas, en fait. Le matin, je prends ma douche, je pars au bureau, je prends mon petit déj au bureau, et on bosse. Jusqu'à 19h, 20h, 21h. Tout simplement. Je rentre, si j'ai des prières à rattraper, je prie, sinon je les aurais déjà fait au bureau. 1 fois à la maison, on discute avec maman, on parle, on papote, on parle de la journée, chacun raconte la journée. Et puis, dodo, Mais sinon, à part les dimanches, c'est Netflix. Dimanche, c'est Netflix. Ouais. Netflix and chill. Ça peut être une routine, non? Si tu veux. C'est quoi alors? Qu'est-ce que tu regardes sur Netflix? C'est des films, c'est des documentaires, Des documentaires en général, c'est sur YouTube que je vais pour regarder, pour faire des recherches. D'accord. Mais sinon, Netflix dimanche. J'ai bien droit. Ça te permet de te changer les idées, de te recharger les batteries, de décompresser. Oui, penser à autre chose. Et attendre le lundi pour reprendre vraiment des choses sérieuses. D'accord. Est-ce que tu prends des vacances régulièrement? Beaucoup d'entrepreneurs oublient d'en prendre ou ne se permettent pas d'en prendre. Alors, j'ai 1 fois piégé ma sœur qui me dit on était censé aller en vacances. Je fais oui, vacances, mais on va bosser en même temps, c'est pas un problème. Non, à chaque fois qu'on part à l'étranger, c'est pour bosser. C'est pour travailler, c'est pour rechercher des fournisseurs. On a un besoin, on peut pas aujourd'hui se permettre d'aller en vacances pour y aller. Tout à l'heure, je l'ai dit, même quand j'allais en vacances avec les camarades de classe, c'était pour, en parallèle, faire du business. Donc moi, je me dis, oui, on peut se permettre de se reposer 1 fois, 1 jour, 2 jours, 3 jours, mais après, on n'a pas le temps. C'est sûr, c'est pas évident. On n'a pas le temps, c'est ça. Qu'est-ce qui te motive dans ce que tu fais? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est le fait d'apporter quelque chose? Est-ce que c'est simplement ta passion pour les senteurs? Impacter la société. Donner l'exemple. Montrer aux autres qu'on peut réussir, qu'on peut le faire, qu'on peut y arriver. L'argent vient en dernier. Je dirais pas que c'est pas important, parce que ça permet aujourd'hui de mettre en place beaucoup de choses, de réaliser ses rêves. Mais la motivation principale, c'est de dire que c'est possible. On est chez nous et on peut impacter justement la société et apporter quelque chose, léguer en fait, le fait de léguer. Demain, ce sera dans d'autres mains, c'est ça l'objectif. La motivation, c'est vraiment dire que j'ai apporté ma pierre à l'édifice, j'y ai contribué et puis, alhamdoulilah. Alhamdulillah.
À la fin de chaque podcast, je pose ce questionnaire. Donc, voici la première question. Quel est ton principal trait de caractère? Têtu. La qualité que tu apprécies le plus chez les autres? Être sincère. Le défaut qui te gêne le plus chez Le les autres? mensonge. Ta définition du succès? Alors pour moi, le succès, c'est tous les jours. C'est tous les jours qu'il faut fêter ses succès et ce qui motive le lendemain à avancer. On n'est pas là à s'arrêter sur tout ce qui est négatif ou ce qui n'a pas marché la veille pour ne pas que ça nous permette d'avancer. Donc, il faut fêter tous les jours son succès. Le succès peut être n'importe où. Autant dans le travail que tu fais quotidiennement, autant dans la vie de tous les jours avec ta famille, avec les gens que tu rencontres dans la rue, avec ce que tu as pu réaliser au bureau. Donc, tous les jours, systématiquement, il faut tout faire pour avoir un succès à fêter. Donc, est-ce que tu démarres ta journée en te disant voilà ce que j'ai envie de réussir aujourd'hui, ou est-ce que à la fin de ta journée tu notes tes petits succès du jour? Alors en journée, déjà j'ai ma to-do list que je dois faire. Donc déjà que si j'en fais une bonne partie, je suis satisfaite. Je me dis que voilà, ce sont des succès ou un succès en tout cas, mais faire tout pour réaliser ce qu'on a à réaliser la journée. Et après, tant mieux, hein. Même si j'arrive pas à tout faire ou je suis pas satisfaite tout simplement de ce que j'ai pu réaliser, mais je dis oui, c'est bien, c'est très bien même ce que tu as pu faire. Ou tout simplement faire sourire le gardien qui est en bas de la porte de l'immeuble, ou tout simplement faire plaisir à Sainabou en l'appelant, lui dire coucou, je voulais juste voir comment tu allais. Donc je veux dire par là que les succès ne s'arrêtent pas tout simplement à ce que tu as réalisé en entreprise, mais dans ta vie de manière générale. Faut se dire aujourd'hui, ce matin, faudrait que je fasse quelque chose de bien. Et réaliser quelque chose de bien, c'est un succès à célébrer. De quoi as-tu peur? L'échec. Qu'est-ce qui te rend heureuse? Alors, le fait de voir ma famille heureuse. Si tu devais choisir entre les deux, tu préférerais être la victime ou le coupable? Être la victime. Et pour finir, est-ce que tu as une devise ou une citation que tu apprécies? Alors, on a l'habitude de dire sky is the limit, mais moi je dirais sky is the beginning. Ok. Merci beaucoup, Harry. Merci pour ton authenticité, ta bonté de cœur et beaucoup de succès à Mamdou, à toi, à ta famille, à ta sœur, Adja. Et merci vraiment beaucoup d'être venu partager avec nous ton expérience dans ce podcast. C'est normal, Sainabou. C'était avec grand plaisir.